Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec Jonathan Lefrançois pour parler de plantes. Vous êtes plusieurs sur Instagram, en fait, principalement sur Instagram, qui me demandaient de parler de mes plantes, de comment commencer. Puis Jonathan Lefrançois, là, il y a bien plus de plantes que moi. Si vous pensez que j'ai beaucoup de plantes, allez voir sur Instagram, sérieusement, je vais l'avoir mis en barre d'infos. C'est vraiment quelque chose. Salut Jonathan! Salut! Comment on fait pour choisir la bonne plante en tant que débutant? Je pense que les gens sont souvent influencés par le look d'une plante. Moi-même aussi. C'est sûr, on les voit sur Instagram. On est super charmé par le feuillage et tout. Alors souvent, on se dit, c'est la plante que je veux. Je vais l'acheter à tout prix, pas de problème. Mais il faut tout d'abord penser à son environnement. Parce que ce qui arrive, c'est que pas toutes les plantes sont faites pour être dans notre appartement ou chez nous. Alors, c'est une chose que j'ai appris. Tu sais, j'ai beaucoup de plantes, effectivement, mais il y en a quelques-unes qui n'arrachent. Ouais, c'est un peu du essai-erreur, je pense, au début, parce qu'on dirait qu'on sait pas quel... En tout cas, moi, je savais pas quel genre de luminosité j'avais dans mon appartement. Ça dépend, genre, est-ce que tes fenêtres sont à l'ouest? Est-ce que tes fenêtres sont au sud? Genre, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont différer. La grandeur de tes fenêtres, moi, j'ai une galerie en haut de ma porte patio, ce qui fait que ça fait beaucoup d'ombre dans la journée. Fait que ça, c'est un autre paramètre qui fait que j'ai moins de lumière chez moi. Fait que, ouais, connaître son environnement, c'est vraiment, vraiment une chose importante. L'humidité aussi à la maison, l'humidité ça fait toute la différence je pense. Moi il a fallu que je m'achète un humidificateur parce que c'était tellement sec chez moi, mais mes plantes étaient comme ils étaient en train de se dessécher. Fait que il y a ça, évidemment, à prendre en considération. Ça on le voit surtout l'hiver. Je pense que ça c'est une des choses que les gens ou les Montréalais, Montréalaises soulignent à chaque année, chaque hiver, c'est comme oh my god, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on achète des plantes pendant l'été ou l'automne, puis une fois que l'hiver arrive... On part le chauffage. Puis, oups! c'est toute une différence, puis on voit vraiment des changements assez rapidement. Vraiment. Quel genre d'entretien t'es prêt à donner à tes plantes? Parce qu'il y a des plantes qui sont quand même assez faciles, que tu peux oublier, puis ils se portent très bien. Puis il y en a d'autres que c'est des princesses. Oui. Vraiment. Ouais. Faut le dire. Les calathea. Ouais, oh my god, oui. J'en ai perdu une récemment. Ouais. Moi aussi, j'en ai quelques-unes qui se portent correct, mais j'ai ajusté mes attentes aussi. Au niveau du look, là, c'est pas grave s'ils sont séchés un peu. À un moment donné, tu réalises que c'est normal d'avoir des feuilles qui sont un peu croustillantes, qui sont pas tout à fait super vertes. Moi, j'ai ma stromante Triostar que j'avais trouvée si belle, puis je la cherchais depuis comme quelques mois. Puis là, quand j'ai mis la main dessus, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment plus capricieuse que je pensais. Il a fallu que je m'achète de l'eau distillée pour l'arroser puis la brumiser parce que les minéraux dans l'eau de la ville, c'était trop pour elle. Fait que, tu sais, j'étais comme... On va se calmer, princesse. Mais tu sais, je l'aime tellement que j'ai fait les ajustements nécessaires pour qu'elle reste belle, mais... Tu vois, moi, je suis tellement... J'ai aucun éclairage artificiel. Je suis pas prêt à acheter de l'eau distillée, ça arrivera juste pas. Donc certaines plantes sont pas aussi belles. Un autre truc vraiment important à prendre en considération avant de s'acheter une plante, c'est est-ce que tu as des animaux domestiques chez toi et est-ce que tes animaux mangent les plantes? Ou des enfants, des jeunes enfants aussi. C'est vrai, faut faire attention à ça. C'est une chose qu'on me demande super souvent sur Instagram parce que j'ai un chat, Grisou, qui paraît des fois dans les photos, mais il aime pas trop être pris en photo. Au niveau des plantes, en fait, j'ai adopté Grisou bien avant les plantes. Donc, j'avais une bonne idée de son comportement. Et même chose pour moi avec Maurice. Comme il est plus vieux, il est pas super acrobatique, il saute pas dans mes étagères. Il va pas gratter dans ta terre. Non, c'est ça. Donc, les plantes sur les étagères, ils montent juste pas. Comme je le savais, je rentre des plantes chez nous qui sont toxiques. Sinon, il y en a une bonne partie, je pense, qui sont toxiques. Moi aussi, pour vrai. Parce que c'est ça, la même chose pour moi. Mon chien, il a 10 ans. Moi, ça fait à peu près 2 ans là, que je suis une passionnée de plantes. Fait que je savais que... j'ai toujours eu des plantes chez moi, mais peu. Comme un oiseau du paradis. Puis je savais que mon chien, il allait pas jouer dans mes plantes, fait que ça aide beaucoup. Mais ça reste un risque, faut le dire. Si les feuilles tombent, si la plante tombe. Ici, en fait, une des choses qui est arrivée, c'est que mon chat,
il est tombé du garde-corps d'en haut. Ah ouais. Il est tombé en bas dans mon Monstera. Je me suis réveillé à 6h du matin, puis le pot était craqué. Puis... Alors, tu sais, avec des animaux, il y a toujours un risque. Il faut faire attention. Puis on n'est pas toujours à la maison aussi pour surveiller. Fait que, ça, c'est un risque. Donc, on peut aller sur le site de la SPCA ou de la ASPCA américaine. Ils ont des listes assez complètes pour les chats, les chiens, toutes sortes d'animaux domestiques. Bref, on peut les trouver en ligne. La dernière étape, en fait, dans ton questionnement de quelle plante aller chercher. Où est-ce que la plante va aller chez toi? Est-ce qu'elle va être suspendue? Est-ce qu'elle va être sur une tablette? Elle va être par terre? En bouquet, genre. C'est ça. Alors, c'est sûr que oui, où est-ce qu'on va la placer dans notre environnement? C'est une chose. On a parlé de la luminosité, l'entretien qu'elle demande. À quel point elle peut devenir grosse aussi. Ça peut jouer aussi beaucoup. Ouais. Ce qui nous amène à... Quelles plantes sont les plus faciles d'après nous? Là, on n'est pas des experts, on a juste de l'expérience dans le domaine. Mais il y a quelques plantes qu'on pense qui sont vraiment faciles pour tout le monde. À commencer par les Sansevieria, je dirais. Oui. Je dirais que ça, c'est vraiment facile. Tu pourrais quasiment la laisser dans un garde-robe, la porte fermée, puis elle vivrait très bien. Ouais, en fait, ça, c'est une chose qu'on dit souvent sur les Sansevieria. C'est qu'on peut les négliger, on peut les mettre dans un coin noir. Ou à l'ombre. C'est sûr qu'elle va tolérer. Mais elle va arrêter de pousser, par exemple. Elle poussera pas beaucoup. Si on met un sansevieria proche de la fenêtre, on s'en occupe, on l'arrose fréquemment avec une bonne luminosité, on lui donne l'engrais, vous allez voir qu'elle va pousser. Elle va même fleurir, elle va fleurir, elle va sortir des stolons, donc les petits bébés. Alors, mais en général, oui, je trouve que c'est une plante qu'on peut négliger assez longtemps. Les plantes, en fait, qu'on retrouve souvent dans les centres d'achat, j'ai remarqué que c'est les centres d'achat, les bureaux, les potos, ça, il y en a beaucoup aussi dans les bureaux, souvent. Les potos, c'est vraiment assez facile d'entretien, je dirais. Ouais. Faut peut-être expliquer aussi ce qu'on entend par facile, les plantes faciles. Les plantes, à la base, ont toutes besoin de luminosité, donc de soleil, d'eau et de nutriments. C'est la base. Des plantes faciles d'entretien, on entend, je pense, les plantes qu'on peut peut-être négliger ou qui oublier un petit peu. Qui n'ont pas besoin de trop comme ton eau distillée. Ça serait le contraire. Qu'est-ce qui est facile sinon? Moi, le Monstera, je le trouve assez facile. Les misères, les Tradescantia, ça... il faut peut-être du soleil direct, je pense. Je pense que c'est ça la différence avec les autres. Moi, je trouve que les Hoya, en général, je les trouve assez faciles d'entretien. C'est une plante qu'on peut laisser le terreau sécher, on peut comme la négliger un peu. Niveau luminosité, c'est pas trop demandant. En tout cas, moi, j'en ai plein, puis je les trouve, c'est une de mes plantes préférées. Ouais, c'est vraiment cute. Je sais pas pourquoi j'en ai pas encore. Mais faut que je me calme. Faut pas que j'en achète d'autres pour l'instant. ça se bouture super facilement aussi. Ah oui? Ouais, on peut, c'est le fun, ça. On va vous en parler plus tard dans la vidéo. J'allais dire la Maranta. Toi, t'étais pas d'accord avec la Maranta? Mais moi, j'en ai une Maranta, tu sais, avec les lignes roses, là. Puis pour vrai, je suis capable de l'oublier, puis elle est super belle, elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Mais la terre est pas mal... Je la laisse jamais sécher. Fait que ça, j'oublie pas qu'il faut qu'elle ait la terre humide, ça, c'est important. Le Maranta, tant qu'il n'y a pas de soleil direct, c'est une super bonne plante pour les salles de bain. Donc, si tu as une salle de bain avec des fêtres, il adore l'humidité. Ça, j'aimerais ça, avoir des fenêtres dans ma salle de bain. Moi aussi. Mais une salle de bain, ça serait une plante parfaite. Elle tolère l'ombre assez bien, mais l'humidité, je pense que c'est ça qui est... L'humidité ambiante. Donc, on parle pas de surarrosage. C'est pas ça qui donne l'humidité à une plante. Je pense qu'on va le préciser, parce que souvent, on voit certaines plantes qui ont besoin d'humidité, puis on pense que c'est ça. Alors, c'est vraiment l'humidité ambiante, relative. C'est pas le terreau. Si on a un terreau trop humide, trop mouillé, la majorité des plantes vont mourir parce que les racines ont besoin de respirer. Et avec un terreau qui est trop dense, trop humide, ça finit par pourrir. Puis souvent, on va se faire dire tu peux brumiser les feuilles s'ils ont besoin de plus d'humidité, mais honnêtement, je sais pas si ça marche vraiment. Moi, je le fais pas. J'ai aucune... Non, je vaporise pas. Je pense qu'il vaut vraiment mieux privilégier une humidité ambiante, comme avec un humidificateur chez toi, que de brumiser... parce que ça sèche vraiment vite de l'eau sur des... Ce que j'ai lu, il y a des experts qui en ont parlé, qui disent que ça augmente l'humidité pendant
quelques secondes, comme 10 C'est secondes. Ça, ouais. Et ce que ça risque de faire, c'est que l'eau sur les feuilles, si elle reste sur les feuilles, ça peut créer des problèmes de champignons ou de brumiser les feuilles. Ça peut créer des infections fongiques ou des maladies fongiques, je pense, chez les plantes. Donc, quand on voit justement commence à avoir des points noirs, ça peut être dû à ça. Donc, en général, en tout cas, moi, je le fais pas. Une des questions qui m'est le plus posée sur Instagram quand je partage mes plantes en story, mes nouvelles plantes, c'est où est-ce que tu magasines tes plantes, t'achètes ça où? Je sais pas où magasiner. Selon moi, il y a 3 types de places qu'on peut acheter des plantes. Il y a les pépinières, il y a les centres de jardin ou mettons, les magasins de plantes. Les quincailleries aussi. Ouais, mettons. Ouais. Puis après ça, tu as les boutiques de plantes, comme plus une micro-boutique, soit fleuriste ou une boutique de quartier. Ouais. La grande différence, disons que toutes les plantes d'origine vont venir de la pépinière. Et par la suite, ben, on les retrouve souvent en magasin. Ouais. Donc, est-ce que tu veux te déplacer? Oui, parce que les pépinières, c'est assez rare à Montréal sur l'île. Oui, sont loin. Puis après ça, ben, c'est sûr que les prix vont varier un peu. Ça, c'est une chose que je vois souvent dans les commentaires sur Facebook ou ailleurs. Les gens commentent comme « Ah, ben là, le prix est différent ici ou ailleurs pour la même plante. » Donc, il faut vraiment penser aussi à comme... Le budget. Le budget. Mais je dirais qu'avant tout, c'est cool d'aller voir dans son quartier qu'est-ce qu'il y a, comme ici dans Rosemont, je vais souvent chez Abaca, c'est pas très loin, ils ont une super belle variété de plantes, c'est un fleuriste à la base, mais ils ont une belle variété. Puis je pense que dans tous les quartiers, il y a des petites boutiques qu'on peut encourager. Généralement, oui. J'aime beaucoup, je me tiens pas en tout là, mais j'y vais juste pour aller là. J'aime beaucoup Evasia. Les propriétaires sont vraiment super gentils, puis ils connaissent bien leurs plantes aussi qu'ils vendent, fait qu'ils donnent des super bons conseils. Ça, j'aime beaucoup. C'est le genre d'affaire que tu retrouves peut-être moins, justement, si tu vas acheter tes plantes, par exemple, au Rona ou au Walmart, parce qu'il y en a même au Walmart, là. T'auras pas des conseils aussi personnalisés, ou en tout cas, ça se fait plus rare. Evasia, c'est certainement une des boutiques qu'on voit, on voit le nom revenir très souvent. Vraiment. Dans nos groupes de plantes ou en ligne, les gens aiment bien, leurs prix sont super abordables. Et comme tu dis, les conseils, ça aussi, c'est une chose qu'on trouve pas partout, comme chez Home Depot, par exemple. C'est quand même cool d'aller chez Home Depot. J'ai acheté des plantes là, les prix sont cool. Mais au niveau de l'entretien, des conseils, c'est sûr que c'est pas pareil. Puis je dois dire aussi, j'ai mon épicerie chez moi, mon Provigo, qui a vraiment une belle section plantes. Cool. À chaque fois que je passe à l'épicerie, genre plusieurs fois par semaine, j'ai pas le choix d'aller faire un petit tour dans la section plantes en regardant c'est quoi les nouveautés. Puis tu sais, c'est pas l'endroit le plus abordable, mais ils ont quand même un beau roulement. C'est le fun de voir qu'est-ce qui est... Peut-être la meilleure chose à faire si on cherche, c'est d'aller voir sur Facebook ou dans les groupes. Les gens en parlent tout le temps. Souvent, ce qui arrive dans les groupes, il va y avoir une nouveauté qu'une certaine pépinière va avoir. Toutes les boutiques vont le recevoir, mais les gens sont vite à se dire comme « OK, j'ai trouvé à telle place » ou c'est là qu'on trouve les meilleurs spots. Venons-en au groupe Facebook, les fameux groupes Facebook qu'on parle assez régulièrement. Ça aide énormément, sérieusement, pour les débutants. Là, vous allez apprendre beaucoup là-dessus. D'ailleurs, toi, t'en as parti un qui s'appelle maintenant... On a changé de nom, c'est Plantes d'intérieur Montréal Houseplants. Je vais mettre le lien en barre d'infos là, si ça vous intéresse de participer au groupe, mais c'est super le fun. Dans les groupes, on voit ça. Il y a vraiment un esprit communautaire super développé. Les gens qui vont en pépinière, qui offrent des lifts. Ça, on voit souvent, les gens vont dire « Ah, je m'en vais dans le Nord, si vous voulez venir, j'ai 5 places dans mon char. » Ou j'ai acheté 10 plantes de plus, j'en ai à Montréal si vous les voulez. Plein d'échanges, l'échange d'informations, ça c'est ça. Non seulement ça, mais c'est ça, l'échange d'informations. Tu sais, si tu achètes une plante que tu as trouvée trop hot, tu l'as achetée, mais tu sais pas c'est quoi, tu prends une photo, tu mets ça sur le groupe, puis il y a tellement des gens qui connaissent bien les sortes de plantes qu'ils vont pouvoir te dire « Ah, je pense que c'était l'affaire. » Puis là, après ça, ben, tu peux rechercher le nom sur Google, puis voir si c'est vraiment ça, puis chercher comment l'entretenir. Mais ça, ça aide beaucoup. Je dirais que c'est ma méthode préférée pour identifier des plantes.
Parce qu'il y a des applications qui le font. C'est une chose qu'on voit souvent chez les débutants, où on pose la question quelle application est votre préférée, mais honnêtement, ils ne sont pas super précises. Non, je n'ai pas trouvé une que j'ai aimée. Non. Alors, souvent, ils vont vous mener sur une piste vraiment pas la bonne piste. Mais dans les groupes, ça prend quelques minutes, même pas, quelques secondes. Puis on va avoir l'identification, les gens vont partager de l'info assez rapidement. Donc ça, c'est... Puis d'ailleurs, moi-même, c'est dans les groupes Facebook que j'ai appris à m'occuper de mes plantes. C'est là que j'ai commencé à échanger des plantes. Si c'était pas des groupes, je pense que j'aurais encore 4-5 plantes. Puis là, t'en as combien maintenant? Je les compte plus parce que au début, je les comptais. C'était quand même un objectif pour moi d'en avoir beaucoup. Puis ça, on voit souvent, comme sur Instagram, où les gens qui sont vraiment accros, on parle de notre collection. Je les compte plus, mais je dirais peut-être environ entre 170 puis 200. J'en ai à mon bureau maintenant. J'en ai à mon bureau. J'en ai que je suis en train de garder pour une amie. J'ai des boutures comme continuellement. Donc, c'est ça que... varie beaucoup, ça varie. Mais quand même... La majorité sont petites. Donc, j'en ai beaucoup, mais sont petites. Parce que la majorité sont échangées ou données ou parties de boutures. Donc, ça, c'est des petits bébés encore. C'est ça, crème, moi, je trouvais que j'en avais beaucoup, mais j'en ai même pas 50, je pense. Ou pas loin de 50. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, Faut se dire. 50 plantes, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Si t'as le temps de t'en occuper, tant mieux. Moi, j'ai réalisé à un moment donné que j'en avais beaucoup. Mais maintenant, je peux plus en rentrer sans en donner parce que j'ai pas le temps. J'en ai plein qui sont moins belles. Quand la job est super occupée, ça me tente pas d'arroser 200 plantes. C'est vraiment beaucoup de job. Ça prend du temps, là, s'occuper de tout ça, là. Sérieusement. Puis plus t'as des plantes, plus t'as des surprises. Oui. Alors, c'est une chose qu'on voit souvent dans les groupes avec les débutants. C'est SOS, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ma plante a? Puis là, t'as des photos avec des filets d'araignées, de cochenilles farineuses. Ça me surprend des fois de voir à quel point des plantes sont infestées. C'est vraiment avancé comme infestation. Des fois, ce qu'on voit, c'est... Mais je comprends en même temps. Moi-même, au tout début, j'ai rentré plein de plantes en même temps. Et sans savoir ou sans avoir eu des infestations, tu sais pas à quoi ça ressemble. Alors, c'est vrai. Ça, c'est une des choses que je dirais pour les débutants, débutantes, c'est de porter attention dans les groupes puis de voir les posts des gens qui portent sur les pestes, les maladies et tout ça, parce qu'on en apprend tellement. C'est vrai. Puis une fois sans même l'avoir vécu, fait que c'est très bien. La prévention, c'est la meilleure chose qu'on... Puis regardez-les vos plantes, là, regardez vos feuilles, puis tout ça, surtout quand vous venez de l'acheter, parce que c'est tellement facile de prévenir dès le départ, là, si tu vois qu'il y a quelque chose. Tu la mets en quarantaine, dans la douche, quelque chose, tu changes toute la terre. Il y a plein de choses à faire pour prévenir que ça se propage à toutes tes autres plantes. Là. C'est un très bon point. La prévention, l'entretien continuel des plantes, c'est ce qui va nous aider à avoir des plantes belles longtemps. Donc, comme tu expliquais, quand on arrose les plantes, moi, je pense que c'est le meilleur moment d'inspecter la plante. Donc, moi, je prends mon pot, je le sors de la soucoupe, je regarde toujours dans mes soucoupes, je regarde dans le trou de drainage, je regarde en dessous des feuilles, tu sais, je fais genre un petit 360, je regarde parce qu'on voit rapidement quand les choses vont pas bien. Mais il faut regarder. Sinon, mis à part les groupes Facebook, il y a d'autres trucs qui peuvent faciliter la vie quand on commence. On a déjà parlé des applications pour identifier les plantes qu'on trippe pas vraiment, mais c'est quand même intéressant d'avoir une application pour juste répertorier tes plantes des fois que tu te rappellerais pas c'est quoi son nom, c'est quoi son entretien. Moi, je trouve ça vraiment super pratique. En as-tu trouvé une qui fonctionne? En fait, c'est pas... Elle va pas me rappeler de les arroser, c'est juste... Je vais juste écrire moi-même qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce que à un moment donné, c'est ça, moi, après 50 sortes de plantes différentes, des fois, je me rappelle plus quelle qui... Maintenant, moins, là, parce que ça fait longtemps que je les ai. Mais au début, là, tu sais, celle-là, qu'est-ce que ça prenait déjà? Est-ce qu'il fallait que le terreau soit constamment humide? Est-ce qu'il fallait attendre que ça soit sec, genre assez creux dans le pot? En tout cas, ce genre d'affaires-là que je trouve bien fun à noter. Puis après ça aussi... là, tu sais combien de plantes t'as. Moi, je trouve ça quand même le fun. J'utilise présentement Gardenize. C'est vraiment juste pour... j'ai 34 plantes. C'est vraiment pas tant que ça, finalement. J'en ai pas 50. 34. Attends, je pense que j'en ai oublié. Quand même. J'en ai oublié, je pense. Parce que, je veux dire, 35 plantes, 35 grosses plantes. En fait, je trouve... l'avantage d'avoir des grosses plantes, puis maintenant, je le réalise, c'est que
j'ai toujours eu des petites plantes, puis là, j'en ai quelques-unes qui sont plus grosses, mais je trouve ça plus facile parce que sont établies, ont des bonnes racines, ils peuvent être laissés à elles-mêmes un peu. Tandis que les petites plantes, des fois, c'est comme un petit bébé. Il faut vraiment s'en occuper. C'est vrai. C'est vrai. Plus souvent, quand, tu sais... Ouais. Mais 35, c'est... Ouais. Mais en tout cas, j'ai Gardenize depuis que je suis sur Android, puis avant sur mais ça me semble iPhone. Bien, ouais. Est-ce que c'est sur iPhone? Non. Gardenize, c'est peut-être sur iPhone. Je sais pas. Je vais aller voir parce que je vois le tien. Tu sais, c'est juste, je fais juste écrire, pas de soleil direct. Tu sais, les juste photos, me rappeler. Ce sont les tiennes? Ou... Oui, c'est les miennes. Ah. Ouais. C'est comme... je vais aller voir. J'en cherchais depuis longtemps, puis je l'avais pas trouvé. Ouais. Puis, vous pouvez regarder, là, quand ils ont des bonnes étoiles. C'est juste pour avoir un répertoire, en fait. Ouais. Puis, parce qu'ils vous diront pas comment prendre soin de ta plante. T'es mieux de faire ta propre recherche. Ouais. Ce qui m'amène à parler de faire une recherche Google pour savoir comment entretenir ta plante. Ça te prend le nom de la plante en partant. Ouais. Déjà, ça va aller mieux. Puis après ça, à partir du nom de la plante, t'écris entretien ou care à côté. Puis il va te sortir plein de sites vraiment pertinents sur quelle luminosité ça prend, quel arrosage ça prend, quel fertilisant ça prend, etc. Fait que ça, vraiment, vraiment important. En fait, quand tu commences avec des plantes, je pense de se connaître comment s'en occuper. Avant de diagnostiquer une plante, c'est bon de noter qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer la santé de la plante ou l'entretien de la plante. Ouais. Donc, une plante chez toi ou chez moi vont différer pas mal, dépendamment du terreau, l'humidité, du type de pot. Comme ici, j'ai majoritairement des pots en terre cuite. Je préfère ça parce que je suis dans un demi-sous-sol. L'humidité est généralement assez élevée. C'est quand même hot parce que moi, c'est l'inverse. Ah ouais, ben c'est ça. Ouais. Alors, puis en même temps, ça fait du sens. Tu me dis que tu as surtout des pots en plastique ou avec des secoupes. Puis ces pots-là ont tendance à moins sécher rapidement. Donc, ça va contrer ton effet d'humidité très basse. Puis chez moi, comme l'humidité est très élevée, j'utilise la terre cuite pour éviter d'avoir des moucherons. Tes racines, ils pourriraient dans les pots en... Alors, mais cela dit, les conditions sont différentes. Donc, quand on cherche à diagnostiquer tout ça, il faut prendre en considération que c'est pas toujours les mêmes conditions. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment pertinent. En fait, c'est une des premières choses que je demande aux gens qui me demandent des questions comme « À l'aide, ma plante a telle affaire », je demande toujours « C'est quoi les conditions de vie? C'est quoi les conditions que tu donnes à ta plante? Le type de terreau, la luminosité, le type de pot. » Parce que sans ça, c'est impossible de deviner. Ouais. Tu parlais de type de pot. Ça, c'est quelque chose, justement, quand on commence, quel pot on achète. Faut faire attention aux pots qui n'ont pas de trous, pas de drainage, parce que, surtout en étant débutant, je pense qu'on sait pas quelle quantité d'eau donner à notre plante, puis là, si tu mets trop d'eau puis qu'il n'y a pas rien pour égoutter, ça peut vraiment faire des dommages à ta plante, aux racines, puis la faire mourir assez vite. Fait qu'effectivement, les pots en terre cuite, c'est vraiment bien. Les pots qui ont des trous, super aussi. J'ai plusieurs plantes qui sont dans des pots en céramique avec pas de trous. Et ça se passe bien, mais c'est parce que je les connais. Je pense que c'est la différence qu'il faut faire, là, c'est que c'est ça. Si t'es pas habitué, peut-être pas s'en aller vers ces pots-là, ce qui est un peu dommage parce que c'est souvent les plus beaux pots, là, comme au niveau de... On peut, si on sent dans un mood de bricolage, on peut acheter un embout pour une drill, pour percer des trous. Il y a plein de monde qui font ça, c'est vraiment une bonne idée. Donc ça se fait. Parce que les pots qu'on trouve là, chez HomeSense, puis les beaux pots là, de plein de formes puis de couleurs différentes, ben c'est ça, souvent ils n'ont pas de trous. À moins que tu mettes la plante avec un cache-pot. Tu l'utilises comme un cache-pot. Moi, je m'en sers comme cache-pot. Ça, c'est vraiment facile. Puis donc, le cache-pot, le concept assez simple, on va l'expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Si on a une plante dans son pot en plastique, de la pépinière ou quoi que ce soit, on le met simplement dans le pot. C'est un cache-pot. Mais comme ça, quand on l'arrose, on peut sortir du cache-pot, laisser égoutter dans le lavabo, puis on le replace par la suite. Donc, c'est... c'est une très bonne solution, ça. J'ai récemment acheté il y a plein de monde qui était comme, achète pas ça. J'ai acheté un hydromètre, là, une petite tige de métal pour savoir. Parce que j'avais des plantes qui étaient tellement serrées que j'avais, même avec mon doigt,
j'avais de la misère à atteindre la terre pour savoir si c'était sec ou si c'était encore humide. Puis depuis que j'ai acheté ça, pour vrai, moi j'aime full ça, cette affaire-là. Là. En plus, tu sais, j'ai quand même les ongles longs dans la vie. Fait que, tu sais, à chaque fois que je mets mon doigt dans la terre, je me ramasse avec la terre en dessous des ongles. C'est pas mon affaire qui me fait le plus triper. Fait que petit hydromètre, là, ça a même pas besoin de batterie. C'est une petite aiguille qui dit si tu es mouillé, si tu pas si tu sec. C'est vraiment simple. Moi, pour moi, ça m'a simplifié la vie. C'est pas quelque chose de nécessaire quand on débute, mais je le dis comme ça parce que j'ai bien aimé ça. Moi, j'en ai jamais eu, mais ça m'a toujours intrigué. Je sais pas comment ça marche, il y a même pas de batterie, là, c'est comme ouh. C'est un bon point parce que quand on veut savoir si la plante est due pour être arrosée, le terreau peut être sec sur le dessus, mais en dessous, ça peut être comme encore... à 1 pouce, un pouce en dessous, 2 pouces en dessous, puis là, ça dépend de la grosseur de ton pot. Aussi, si t'as un gros pot, là, comme moi, mettons, mon oiseau du paradis, là, moi, je suis contente de pouvoir enfoncer la petite tige loin, parce que, tu sais, 2 pouces, c'est sec, mais après ça, c'est comme super humide, là. Fait que je l'arroserai pas plus, parce que c'est suffisant. Mais c'est pas ça. C'est pas une obligation d'avoir ça dès le départ, là, vraiment pas, même à jamais, mais... Il y a des gens qui utilisent des baguettes en bambou. C'est peut-être un peu du gaspillage, mais si ta baguette, elle sort sec... Ah ouais, comme pour les gâteaux avec les cure-dents. Wow! Mais après un moment, on commence à apprendre... Juste en prenant le pot, on peut un peu savoir si c'est vraiment encore mouillé. Le poids, est-ce que c'est lourd ou c'est ça? C'est vrai que ça fait vraiment une grosse différence. Une fois que tu l'as l'important, c'est vraiment d'observer toutes ces affaires-là, le poids, visuellement, à quoi ressemblent les feuilles. Quand on voit un changement dans les feuilles, c'est bon en partant de voir si... Tu sais, de peut-être aller poser la question dans un groupe, parce que justement, les gens, des fois, qui posent la question avec la fameuse infestation, les toiles, oh my God, qui sont vraiment un point de non-retour, il faut dire que dès qu'on observe qu'il y a un changement à la couleur des feuilles, ou genre la posture de la plante. Si la plante, elle commence à s'affaisser ou... Si t'as des champignons, si ça bouge, s'il y a de... Tu sais... C'est une bonne... Les groupes, là. C'est vraiment bien. Les terreaux substrats, moi, je connais pas beaucoup ça. Mis à part, genre, terreau pour toutes les plantes vertes, puis terreau à cactus. Vu que c'est une vidéo pour les débutants, débutantes... les personnes débutantes. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a un type de terreau qu'on utilise pour les plantes d'intérieur. Une question qu'on nous pose souvent dans les groupes, c'est est-ce que je peux prendre le terreau qui est dans mon jardin ou est-ce que je peux prendre le terreau qui est dans mon pot dehors depuis l'an passé? La réponse, c'est non. C'est pas le même type de terreau. C'est pas quelque chose qu'on veut à l'intérieur. C'est pas... Il va y avoir toutes sortes d'affaires là-dedans qu'on veut pas chez soi. Donc, la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est d'aller chez le fleuriste ou dans une quincaillerie, puis d'acheter un sac de terreau neuf, puis de commencer avec ça. Qui va avoir déjà tous les nutriments à l'intérieur, tu vas avoir la paix pour un bout de temps. Là. Au fil des années, j'ai changé le type de terreau que j'achète. Souvent, je prends ce qui est en solde, ou sinon, j'ai essayé certaines marques, j'ai vu qu'après un moment, j'aimais moins. Là, j'en ai trouvé une que j'aime beaucoup. Le terreau que j'utilise présentement, que j'aime beaucoup, c'est le mélange tropical ou pour plantes d'intérieur de Fafard. Ça, je le trouve chez mon fleuriste. Honnêtement, j'ai aucun problème. Je le sors du sac, je rajoute rien. Puis ça s'égoutte super bien. Puis c'est ça. Puis, ben évidemment, si vous avez des plantes de type succulente cactus, là, ça prend un terreau qui est vraiment plus aérien, genre avec des copeaux de bois, des fois, dedans. Je pense, comme avec du sable, même des fois, mélangé, en tout cas. Mais de toute façon, là, posez la question à l'endroit où... Posez les questions aux employés où vous allez acheter ça. Ils vont vous répondre puis vous diriger au bon terreau, là. C'est sûr. Je dirais, par contre, que quoique les terreaux tout usage... Pour les plantes tropicales, en général, c'est assez safe, c'est assez... je trouve que les terreaux pour plantes grasses et cactus qu'on trouve préfaites sont horribles. Ah ouais? Ouais, j'ai tout le temps de la misère avec les miens. Des fois, je regarde le terreau, je me demande si c'est vraiment pour des plantes tropicales. On dirait le même type de terreau. Ça s'égoutte pas super bien. Ouais, j'ai vraiment... Je pense que le seul que j'avais acheté, c'était comme un sac. Fait que je sais pas c'est quoi la marque, là. Un sac transparent chez Evasia. J'avais acheté ça. Ça fonctionne bien. Ça, c'est différent. Si on achète dans une boutique de plantes qui sont spécialisées, je pense qu'eux, ils l'ont la touch. Comme Planteria
ou Plantera qui est spécialisé en cactus, cactés et plantes grasses, ils vont avoir un terreau, je pense, qui va avoir de l'allure. Mais si on trouve une grande marque chez... Rona, genre. Ouais. Ça peut aller, mais en général, dans mon expérience, c'est pas super. Ouais. Ah ben, crème. Je vais faire attention, moi aussi. Je savais pas, mais j'ai été chanceuse, dans le fond. Le premier signe, c'est en rempotant la plante, quand on l'arrose, si ça s'égoutte pas très bien, il faut la changer. Il faut voir ce qui se passe. Moi, j'ai déjà fait par paresse. Genre, c'est un peu boiteux, m'a laissé, puis ça s'est jamais bien passé. La plante est morte. Ah ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait parlé un peu. Moi, j'avais envie de dire aux gens que certaines plantes grasses, certaines succulentes, puis certains cactus sont assez faciles d'entretien pour débutants, mais t'avais pas l'air d'accord. Moi, je pense que c'est comme une légende urbaine ou un mythe. Mais puis ça dépend aussi. Ça dépend vraiment de la sorte. Il y en a tellement des sortes différentes que... Moi, je dirais, si vous avez une luminosité directe, si t'as du soleil qui frappe tes fenêtres, qui rentre à l'intérieur, c'est super ensoleillé. Pendant la majorité de la journée, genre. Ça, go for it. Les succulentes, les plantes grasses, les cactés, aucun problème. Mais si t'as une luminosité indirecte ou bien moyenne, tes plantes grasses vont se ramasser toutes étiolées. Ouais. Ce que ça veut dire étiolées, ça c'est une chose qu'on voit souvent aussi dans les groupes chez les débutants. Moi-même, ça m'a pris un moment pour l'apprendre. On se dit, wow, ma plante grasse, elle pousse, elle est super heureuse, elle pousse en hauteur. Mais si ta plante grasse est faite pour être vraiment large, puis tu sais, t'es large, puis elle se met à s'étioler, donc s'étirer. C'est qu'elle cherche sa lumière. Elle cherche la lumière, ça veut dire qu'elle est pas heureuse, puis c'est ça. Donc, est-ce que les plantes grasses sont faciles d'entretien? Si les conditions sont bonnes. Ouais, ça dépend de ta lumière. Parce que c'est vrai qu'on peut, les oublier comme un aloe vera, par exemple. L'aloès, on peut... tu l'arroses une fois par mois, genre. Ouais, ça peut aller. Faut éviter le soleil direct, ça c'est sûr, mais ouais. Les trucs pour économiser. Oui. Parce que c'est bien le fun s'acheter des plantes, mais si on s'en achète sans cesse, ça coûte des sous. Une chose dont on a parlé un peu tantôt, c'est le bouturage de plantes. Il y a plusieurs plantes qui sont vraiment faciles à bouturer. Fait que non seulement ça te fait une nouvelle plante que tu peux soit garder ou échanger, ou même que tu peux la rempoter dans ta propre plante puis la refournir. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup. Mettons, ma plante est comme, elle s'étire trop, puis là, je la recoupe puis je la remets. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Toi, tu fais beaucoup d'échanges. Ouais. Moi, j'en ai jamais fait encore. Ah, je savais pas. Non. Bon, à voir si je t'aurais préparé des boutures. Depuis que j'ai commencé à collectionner les plantes, je dirais qu'environ 65% de ce que j'ai a été obtenu par des échanges, du bouturage, des dons. Mais j'aime beaucoup bouturer pour les mêmes raisons que tu as expliquées. Je trouve qu'on en apprend plus sur la plante quand on l'a dès le début. Sérieux? Mais puis c'est comme tellement une fierté là, de voir la petite bouture faire des racines. Puis là, t'es comme waouh! Tu sais, c'est sûr qu'acheter une plante, déjà comme chez Ikea, qui fait 3 pieds, qui est déjà établie, c'est le fun. C'est tout de suite beau, puis c'est un effet wow. Ça sort d'une serre, donc c'est sûr que, tu sais, elle va être super magnifique. Mais comme tu dis, c'est vrai que si on a une petite bouture, puis qu'au bout du compte, après 1 an ou 2, il faut être patient. Elle commence à être vraiment, une belle grosse plante, c'est cool. Puis après ça, on peut commencer à faire des boutures, de nos boutures, puis des partager. Donc, environ 65% de mes plantes sont bouturées. C'est le fun, ça coûte pas cher, ça coûte rien. Puis il y a tellement de plantes faciles à bouturer. Ouais, tout à fait. Pour moi, le bouturage, c'est super cool parce qu'on rencontre des gens aussi qui sont passionnés des plantes. C'est sûr qu'il faut faire attention avec qui on échange. Il faut se rencontrer dans les lieux publics. Mais à travers les groupes, on se fait des amis assez rapidement. J'ai des gens avec qui j'échange qu'à chaque quelques mois, on a des nouveautés. On n'a même plus besoin de s'en acheter parce qu'on en échange. C'est sûr que j'en achète pareil. Je veux encourager les boutiques puis les pépinières. Mais quand tu achètes une nouvelle plante, tu peux tout de suite pratiquement faire une bouture en échangeant avec quelqu'un d'autre. Donc, ça avait comme une genre de devise, si on veut. C'est vraiment cool de pouvoir garnir sa plante ou avoir des nouvelles plantes ou créer une nouvelle plante à partir d'une petite bouture. En fait, c'est ça qui m'a passionné ou c'est ça qui m'a introduit au monde des plantes. C'est un ami qui m'a montré
comment que les succulentes, ça se propageait à partir d'une feuille. Hey, je suis en train d'essayer ça fait des mois. Ouais, moi j'ai été trop impatient, mais le concept m'a tellement intéressé que je suis allé voir en ligne, je suis allé m'éduquer, puis en voyant ça, ça m'a complètement... j'étais comme sur le choc. Puis c'est devenu une obsession. Finalement, je demandais à n'importe qui d'avoir des boutures. Je rentrais dans les commerces, je leur demandais à la buanderie, au bar du coin. Puis les gens sont super généreux d'habitude, ils te laissent en prendre, on demande toujours, c'est sûr. Faut pas les prendre sans demander. Mais c'est parce que c'est comme, tu prends 2 feuilles, puis pour la majorité des plantes, c'est souvent par les feuilles, mais... les tiges. Là. Les tiges. Mais sinon, les sansevieres, les plantes grasses vont faire des petits stolons, des petits bébés. Puis ça, on peut carrément comme l'enlever. L'arracher, puis tu le replantes. Comme le pilea, peperomioides. Les petits ronds, là. Le pilea, il sort plein de petits stolons autour de la plante. Puis ça, une fois qu'ils sont assez grosses, on peut tirer, puis ça s'enlève. Ça, c'est une plante, justement, qui est devenue hyper populaire l'an passé, encore aujourd'hui. Mais jusqu'à ce moment-là, elle était impossible à trouver, un peu comme notre bégonia. Tout à fait. Le pilea, c'était une plante qui a été apportée de la Chine en Europe par des missionnaires et qui se partageait entre horticulturistes. Et en Amérique du Nord, on n'en trouvait juste pas. Mais à cause d'Instagram puis de la popularité sur les réseaux sociaux, elle est devenue super en demande. Et les gens s'en échangeaient. Les gens vendaient des boutures des bébés pour 50, 75 piastres. Mon Dieu! Il y a 2 ans, c'était environ... là, c'est full mainstream aujourd'hui. Là. Puis maintenant, on en trouve au dépanneur. Là, oui, c'est fou. Moi, je dirais ma liste de méthodes pour économiser. Acheter des plantes plus petites. Des fois, tu vas être chez Home Depot, tu vas avoir une plante pour 8 piastres, 10 piastres. Puis à côté, tu vas avoir un pot légèrement plus petit, il va être 2 piastres. Alors, ça pousse quand même rapidement. Donc, tu peux déjà acheter la plus petite. Ça, c'est un truc. Ça te prend plus de patience. Plus de patience. Mais ça va plus vite qu'on pense. Oui, tout à fait. Les pots, les cache-pots, on peut en trouver en friperie. C'est vrai, dans les groupes, sur Kijiji, quoi que ce soit. Donc, ça va économiser le bouturage. Et sinon, les pépinières, c'est vraiment, selon moi, la meilleure place. J'ai adoré aller à la pépinière. J'ai hâte d'y retourner, mais je suis présentement en pause d'achat. C'est une bonne chose à faire, moi aussi. À tous les 2-3 mois, je suis comme, bon, là, il faut que je fasse une pause. C'est bon, Faut réfléchir un peu à la consommation de plantes parce que ça devient... À un moment donné, c'est inutile de trop en rentrer si on peut pas s'en occuper. C'est ça. Ils finissent par mourir, c'est vraiment... Puis ça te crée de l'angoisse, genre. C'est pas mieux, là. C'est supposé t'amener de la zénitude, là, les plantes, là, pas de l'angoisse. Fait que... Les questions les plus demandées. Les questions les plus demandées. Bon, à part le SOS, qu'est-ce qui se passe avec ma plante? La question qu'on me pose, ou que je vois qui est posée la plus souvent, c'est les moucherons. Donc, les moucherons, c'est les petites mouches, on dirait des mouches à fruits. Ça, je vois cette question 3 fois par jour. En gros, les moucherons sont attirés vers les espaces humides. Si la terre est trop humide longtemps, genre trop mouillée, ou qu'il y les a de l'eau à quelque part. Ils vont se tenir dans les espaces humides. Donc, si on a un pot dans un cache-pot qui reste de l'eau stagnante, si on a un terreau qui est super dense comme boiteux, ça attire les moucherons, c'est certain. Et les moucherons, ça se reproduit assez rapidement. Souvent, quand les gens en ont, c'est comme une infestation. Ça va pas nuire à la plante, ça va pas vraiment... C'est juste tannant. C'est vraiment tannant, puis ça se multiplie. À ça, moi, ma réponse, c'est avant de commencer à rajouter des insecticides, des affaires dans son terreau, quand j'en ai eu, j'ai fait le tour de mes plantes. J'inspecte. Souvent, on peut souffler sur le terreau. Et on va voir rapidement des mouches qui vont sortir. Mais généralement, c'est 1 ou 2 plantes suspectes qui vont en avoir. Donc, si on identifie c'est quelle plante, on peut déjà la retirer, regarder qu'est-ce qui se passe. Généralement, moi, je dirais, quand j'en ai eu, c'était des pots en plastique, des pots en céramique vitrée, ou des pots qui n'avaient pas de trous. Et c'est pour ça que maintenant que j'utilise de la terre cuite, j'en ai pas vu depuis 6 mois. Et moi, je n'ai jamais eu, là, je touche du bois, là, mais j'ai jamais eu de moucherons, ça, je suis vraiment contente. Ah, ben cool. Continue comme ça. Mais c'est quand même fréquent, je dirais, que les gens en ont, des fois, ils savent pas trop d'où ça sort, mais il faut vraiment observer, puis trouver la plante qu'il y en a. Puis si c'est vraiment trop, s'il y en a trop, moi, ce que je fais, c'est que je jette le terreau, carrément, je rince les racines,
puis je recommence avec un nouveau terreau. Ouais. Ça, je pense que les gens, ils sont gênés de faire ça, de comme mettre à nu les racines, mais je pense qu'il faut justement pas se gêner de le faire. Des fois, c'est la meilleure solution. Ouais. Puis honnêtement, moi, quand je rentre des nouvelles plantes, c'est la chose que je fais en partant. T'enlèves tout le terreau j'enlève d'origine. tout, je jette le terreau, je recommence, je rince mes racines, je leur donne une bonne douche, j'utilise un nouveau pot qui a été nettoyé, puis je mets du nouveau terreau. Ça, c'est parce que chez moi, j'ai pas d'espace pour les mettre en quarantaine, j'ai pas de chambre fermée. Alors, quand on a parlé de quarantaine, une chose à faire avec un nouvel achat, c'est de le séparer de sa collection pendant quelques semaines, puis d'observer. La majorité des troubles, on va les voir assez rapidement, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des trucs qui se cachent dans les racines ou dans le terreau. Alors, vu que moi, j'ai pas d'espace pour les mettre en quarantaine, ce que je fais, c'est que j'enlève tout, je rince. Des fois, j'ai utilisé du savon insecticide, je les mets dans la douche et je mets mon jet à pression. Si on a une chambre fermée ou un espace parce qu'on peut séparer la nouvelle plante de la collection, c'est recommandé. Ouais. Quelques semaines. Et après ça, il faut être graduel. Il faut l'observer puis voir s'il y a des problèmes. Malgré tous nos efforts, ça arrive. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Des pestes. Faut juste gérer au fur et à mesure. Moi, j'ai des petits... j'ai une plante qui a des petites bébites dans son terreau. Éventuellement, c'est ma Maranta, justement. Okay. Parce que le terreau est comme toujours humide. Mais c'est juste des genres de petits... blancs? Oui, c'est des petits minuscules, genre de 1000 pattes blancs, genre. Mais ils font rien, ils font juste être là, puis quand j'arrose, ils sautent. En anglais, springtail, columble, c'est pas nuisible à la plante, en effet. Pour l'instant, je les laisse vivre. Ouais. Éventuellement, je changerai le terreau, puis ça sera ça, je pense. Mais c'est bon à souligner que ça arrive à tout le monde. Plus on a de plantes, plus on est susceptible à avoir des pestes. Puis des fois, ça sort après 1 an, ou on le voit pas. Moi, j'ai été super surpris récemment de voir une cochenille farineuse sur une plante que j'ai depuis super longtemps. J'ai eu aucun problème. C'était peut-être genre un œuf qui était à quelque part, puis qui a tout à coup éclos, puis... Faut pas virer fou, puis c'est plus facile à traiter qu'on le pense si on le prend rapidement, au début. Ouais. Puis un entretien régulier, c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Comme les araignées rouges, par exemple. Si on donne une douche à la plante, puis on la garde assez nettoyée, ça va aider à contrôler. Les gens sont souvent à la recherche de plantes assez rares, assez tôt dans leur collection. C'est une chose qu'on me pose souvent, la question comme où est-ce que je peux trouver un Monstera variegata ou certainement il y en a, mais préparez-vous à payer un prix. C'est sûr qu'ils vont devenir mainstream à un moment donné, ils vont se ramasser sur le marché, comme on a vu avec les bégonias. Ouais. Il y a quelques mois, ils se vendaient à 50-60$ une bouture. Puis là, ils sont rendus 12$ ou 7$. C'est ça. Alors, tu sais, des fois, c'est un coup de chance ou ça peut être quelqu'un qu'on connaît, on développe des liens avec d'autres collectionneurs et on peut en trouver. Mais c'est une chose qu'on me demande tout le temps. Où est-ce qu'on trouve le Monstera panaché? Quelques fois par jour, on me le demande. À Montréal, il y a quelques fournisseurs qui en ont, mais la demande est tellement devenue extrême que les prix ont augmenté. Ouais. Une chose qu'on voit souvent dans les groupes, les gens demandent comme qu'est-ce que je peux rajouter à mon terreau? Les coquilles d'œufs, du café, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre dans notre jardin, mais à l'intérieur, ça fonctionne pas comme ça. Je dirais même de pas commencer à mettre des... C'est parce qu'il y a pas de... Tu sais, genre les vers de terre, les bébites qu'il y a à l'extérieur qui sont là, puis qui peuvent... manger ça, puis que ça devienne du compost, genre. Ouais, donc, il y a pas ça en dedans, fait que... À moins que tu sois vraiment quelqu'un d'expérimenté, puis que tu saches vraiment ce que tu fais, je dirais non. Achète pas le faire. Genre de l'engrais normal. Puis si on n'est pas... L'engrais, c'est un autre. Je dirais c'est peut-être au-dessus de l'étape débutant. J'aime bien l'engrais liquide que tu peux juste mettre... que tu peux juste mettre dans ton eau, puis... T'as pas besoin de retourner la terre. Ouais, tout à fait. Faut dire aussi que la majorité des terreaux qu'on achète ils ont déjà du fertilisant dedans. Donc, faut faire attention aussi de pas trop en mettre. Alors, des fois, trop, c'est comme pas assez ou pire. Alors, Ouais, mais en pas à chaque fois que t'arroses, là, même
Mais ils vendent comme celui dont tu parles avec les couleurs vertes. Ouais, c'est ça. Verte ou bleu. Là. Ouais. Avec la petite pipette. C'est comme un fertilisant tout usage. Puis après ça, au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Il y a certaines plantes qui vont demander vraiment des nutriments différents, un pH différent. Mais ça, c'est vraiment des choses plus avancées. Même moi-même, je connais pas ça. Puis en fait, je me considère pas un expert du tout. J'apprends en même temps que tout le monde. J'ai beaucoup de plantes, puis c'est quelque chose, je pense, les gens pensent des fois que je suis vraiment expert parce que j'ai tellement de plantes. J'aime les photographier, j'aime les échanger, j'aime en avoir, mais j'en tue quand même. L'autre chose qu'il faut réaliser, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens partagent leurs meilleures plantes, leurs plus belles plantes. Souvent, on les partage au moment où est-ce qu'on vient de les avoir, donc c'est sûr qu'elles sont super belles. Si on les revoit plus, ben c'est parce que ne sont pas restées belles longtemps. Ouais, c'est ça. Alors, faut pas trop non plus utiliser ça comme point de comparaison parce que c'est pas réaliste. Mais c'est pour ça aussi que je voulais faire une vidéo avec toi parce que justement, c'est pour montrer qu'on n'a pas besoin d'être expert pour avoir beaucoup de plantes. Si c'est ça que tu as envie d'avoir, un espace de vie qui est full vert, c'est faisable. T'as pas besoin de tout connaître. Il faut juste que tu connaisses tes plantes à toi. Puis s'il meurt, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, puis soit tu te réessayes encore ou tu fais juste changer de sorte de plante. C'est pour ça que le bouturage, c'est une chose que j'aime aussi, c'est parce que le risque est moins, tu sais, c'est moins poche de perdre une plante que tu as essayé depuis quelques semaines ou que tu as eu gratuitement versus des grosses plantes. Une grosse plante que là tu tues, ça c'est moins drôle. Alors, personnellement, j'ai jamais dépensé plus que 60$ sur une plante, puis c'est mon Monstera panaché que j'ai acheté il y a 2 ans. J'ai trouvé par chance, mais il m'a coûté 60$, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais dépensé. Donc, je pense pas que... Moi aussi, je pense pas. Je pense que ma plus chère, c'était une grosse Sansevieria, justement, qui était 40 quelques, mais elle était déjà grosse puis haute, là, tu sais. Il n'y a rien de mal à ça, mais si tu veux avoir 150 plantes, c'est sûr que si tu as l'argent... si tu as l'argent, vas-y, go for it! Si tu as l'argent, tu peux t'engager quelqu'un pour t'aider. Mais en général, c'est ça. Donc, le bouturage, c'est des bonnes expériences. On apprend à les faire. Il y a peu de risques. Et, tu sais, s'il meurt, ben il meurt. Moi, j'en tue encore. J'en tue de moins en moins avec l'expérience. Mais ça fait juste 2 ans que je collectionne. Donc, je fais des erreurs aussi, puis je sais pas toutes les réponses. Essai-erreur. C'est beaucoup d'essai-erreur. Puis la communauté elle est là pour s'entraider. Donc, c'est sûr que des fois, on est mal pris, on sait pas où commencer, mais les gens sont super généreux avec leur temps, leurs ressources, leurs plantes. C'est ce que j'ai réalisé avec cette communauté. C'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente d'en faire partie. On s'est comme rencontré, pas rencontré, mais c'est même qu'on s'est suivi en ligne. Puis la communauté des plantes est très respectueuse, puis c'est une belle communauté. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est l'expérience que j'ai. Dans les groupes que je suis, je pense que les groupes de plantes, c'est les plus doux. Ben, c'est sûr que c'est peut-être comme si c'est une passion avec la nature, ça demande peut-être une sagesse ou une exploration, une curiosité plus innocente, plus c'est parce que, gentille. Justement, ta relation avec la nature, ça te prend de la patience quand même, Tout à fait, je pense. Fait que si t'as de la patience envers les plantes, j'imagine que t'en as un peu plus aussi envers les autres êtres humains, peut-être. Ça va sonner super comme têteux ou cheesy, mais dans mon expérience, plus je me suis investi dans mon hobby de plantes, plus justement j'ai appris à être patient, plus j'ai appris à être curieux. Quand je vais au chalet maintenant, j'apporte tout le temps mon appareil puis je prends des photos de mousse, de choses que j'aurais jamais fait il y a 5 ans. Là. Je me suis rendu compte de ça quand j'étais allée dans les Keys en Floride. Là. Genre, je me promenais, j'étais comme, ça, je sais, c'est quoi cette plante-là? C'est trop belle, c'est malade, genre, ça pousse dans son habitat naturel, puis genre... Ça veut dire le lien avec la nature va au-delà de ce qu'on a à la maison. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a une popularité. Ça aussi, les gens, c'est comme des opinions différentes là-dessus, mais moi, ce que je remarque, puis c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les millénaires ou les jeunes sont vraiment intéressés par les plantes, mais c'est parce qu'on habite de plus en plus dans des villes, dans des petits apparts. Alors, d'avoir cette d'amener la nature à la maison. Oui, tout à fait. Puis, comme je dis, c'est au-delà des plantes. Même les insectes. Des fois, je suis dehors, puis là, je vois les insectes, puis je suis super heureux de les voir.
je vais voir des vers de terre, puis je vais être comme, ah, cool, tu fais ta job. Ouais. Mais jamais, il y a 5 ans, non. Une autre raison pourquoi c'est important de faire du bouturage puis de l'échange localement, parce que les achats de plantes, oui, c'est cool, puis on voit de plus en plus les gens qui achètent à l'étranger ou de l'autre bout du pays. Moi-même, j'en ai acheté quelques-unes. Mais quand on réalise que ça demande le transport, les emballages, le papier bulle, les pots, tout ça, c'est pas toujours très vert comme hobby. Ouais. Alors, quand on peut faire des échanges localement, ou on a d'ailleurs dans notre groupe, là, 1 mois, on a organisé un événement d'échange. Ah oui, ça va l'air vraiment bien. Le Plant Swap. Ouais. Dans plusieurs villes, ils font ça. Donc, c'était vraiment un événement parce que les gens apportaient leur bouture. Puis, on organise. Il y a comme une méthode de le faire, mais les gens partaient avec le même nombre de plantes qu'ils ont apporté. Alors, c'était vraiment des tables remplies de plantes. Puis, t'apportais des trucs, tu partais avec d'autres trucs. Puis, ce genre d'événement-là ou d'échange-là, je pense que c'est des méthodes de garder. C'est des méthodes. C'est vraiment plus éco-friendly. C'est ça. Faut quand même. Parce que la consommation de plantes, ça peut devenir comme la consommation de n'importe quoi. C'est ça, c'est quand même de la consommation. Ouais, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Hey, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec moi. Merci d'être venu chez nous. Ouais, puis sérieux, allez voir son compte Instagram, vous allez pas être déçus. C'est gentil, merci.